Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Ça va mieux la voix? Oui, ça va un peu mieux, vous voyez. Voilà. J'ai suivi vos conseils. Voilà. J'ai pris un peu de miel, un peu de thé, et puis voilà. Tout va bien. Notre invitée du jour, elle est en pleine forme, c'est Chloé Nabédian. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler météo quand même un petit peu avec vous, forcément. On vous retrouve à la météo de France 2, évidemment. TV5, lance une nouvelle émission à la vie, à la terre, nouveau magazine documentaire événementiel. Et puis on va parler avec vous de ce premier numéro. Et puis les grands mystères de la nature paru aux éditions du Rocher. C'est un livre absolument passionnant pour qui s'intéresse à la science, aux phénomènes géologiques, météorologiques. J'ai lu le triangle des Bermudes. Oui, moi aussi, le triangle des Bermudes. C'est le premier truc qui m'a attiré. Bah oui, parce que Gilles, il a peur en avion. Donc, voilà. Bon, ça a dû vous rassurer un petit peu. Oui, ça m'a rassuré. Mais c'était intéressant d'apprendre pourquoi ça s'appelait le triangle des Bermudes. Oui, moi aussi j'ai appris ça. Et puis les pierres vivantes de la vallée de la mort. Bref, beaucoup de phénomènes. C'est un livre qu'on peut donner aux jeunes, je pense assez tôt, parce que c'est un sujet qui intéresse souvent les jeunes adultes, les ados. Et le livre est extrêmement bien fait, avec une très belle iconographie. Gilles, on va passer. Là, il y a une question du jour. Il y a une question du jour. Vous savez que ce soir, c'est la première partie de la double interview du président de la République sur France 2. Ça s'appelle Événement. Alors, c'est un format un peu spécial, puisqu'il y a deux parties. Ce soir, il y a une première partie d'1 heure. Et dans 15 jours, le 26 octobre, une seconde partie. Alors, a été décidé que la première partie serait uniquement sur l'actualité internationale, évidemment, de l'Ukraine, et la deuxième sur l'actualité nationale. Alors, ça pose le problème de pourquoi démarrer avec l'international alors qu'il se passe beaucoup de choses en France. Vous en avez parlé avec vos débatteurs, évidemment, sur la pénurie d'essence et autres. Et donc, on vous a posé cette question. Interview sur France 2 en deux parties. France 2 aurait-il dû commencer à parler de la situation en France plutôt que de l'international? Alors, ça vote beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez à voter. Et ils disent oui à 96%. Évidemment, c'est plus l'actualité. Ils auraient dû commencer par ça. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Ils préfèrent l'Europe et les USA plutôt que la France, etc., etc. Donc, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter et on verra comment France 2 réagit, parce que c'est quand même un peu curieux. Oui, de commencer alors qu'il y a une actualité un petit peu... Vous n'aurez pas de météo, du coup? Parce que c'est à 20h30... c'est peut-être pas vous aujourd'hui. Oui, c'est pas moi aujourd'hui, mais effectivement, la méthode 20h40 a été supprimée. Mais elle sera intégrée peut-être dans le journal où il y aura. C'est important. Il y aura quelque chose forcément avant. C'est important, la météo. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et avec un premier son étonnant, Valérie, avec la pénurie d'essence, c'est incroyable ce que vous allez entendre. Certaines stations, alors on le savait, étaient bloquées par des voyous qui vous autorisaient ou pas à prendre de l'essence. Alors maintenant, on a passé un autre niveau. C'est le trafic parallèle de bidons qui sont proposés à ceux qui font la queue. Un reportage de BFM assez fort. À peine réapprovisionnée, cette station est déjà accaparée par un groupe d'une dizaine d'individus. Ils s'approprient une des pompes et remplissent ainsi des bidons jusqu'à l'épuisement des cuves. 2 voitures sont stationnées à la sortie, les coffres remplis. Impossible pour nous de filmer davantage, nous sommes rapidement chassés. Ces individus passent par la sortie sans attendre leur tour. Ils prélèvent cette essence devant les automobilistes. Ils ramènent des bidons de chez eux pour pouvoir remplir leur essence. Et en plus, après, ils le vendent sur Snap. 3 € le litre. Mais là, je suis choquée. C'est n'importe quoi. À Créteil, 4 individus ont été placés en garde à vue. Ils avaient rempli 50 litres de carburant et tenté de le revendre 3,50 € le litre. Alors vous pouvez aller sur Snapchat. Moi j'ai été vérifier l'information de BFM et en effet il y a plein de sites de Snapchat. Alors ça s'efface assez vite, c'est l'avantage de Snapchat, où vous pouvez trouver des bidons à 3 € qui vous donnent des rendez-vous à certains lieux. Incroyable. Et vous pouvez... C'est pas bien d'en faire la publicité. Vous pouvez également passer par WhatsApp. Non, je relais une information. Ouais, non, mais c'est compliqué. Non, ce qui était incroyable dans le reportage de BFM, c'est qu'ils passent devant tout le monde et qu'ils vident les cuves. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez une queue de 2 heures, il n'y a plus rien dans les cuves, et après ils vont voir les voitures en disant il n'y a plus d'essence, mais nous on en a. Incroyable. Oui. Chloé, vous êtes à pied, en vélo, en voiture?
Dans Paris, on a l'avantage justement de pouvoir faire vélo et transport en commun, donc j'ai pas forcément cette problématique d'essence. Par contre, je suis stupéfaite, je connaissais pas du tout cette information-là, et là, je suis assez choquée quand même vu la situation. Et ce que je disais, c'est qu'en plus, ils sont non contents. Non seulement ils violent la loi, etc., mais quand les policiers viennent les arrêter, ils se rebellent et sont arrêtés pour outrage et rébellion. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de respect, encore une fois, des forces de l'ordre. On l'a évoqué tout à l'heure. Du coup, hier, dans cet avou, Bertrand Charmeroy s'est dit qu'avec les conditions actuelles dont on vient évoquer, le 1000 Elisabeth, évidemment, le 1000 bornes, se joue différemment avec très peu de cartes à abattre. Nouveau, vous connaissiez les 1000 bornes? Découvrez vite le 1000 bornes édition 2022 pour des heures de fun. Panne d'essence, panne d'essence, panne d'essence, panne d'essence, panne d'essence, panne d'essence. Ah, file d'attente. Oh, file d'attente aussi. Attention, micro BFM. Oh non. Bonjour monsieur, ça fait combien de temps que vous attendez? Je suis là dans la voiture depuis 4h du matin. Bah oui, et c'est long? Bah oui, c'est long. Ah, vas-y à la pompe. Au pire des jerrycans, là, c'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup aimé la carte BFM et la carte bagarre à la pompe. Mais c'est le quotidien aussi de l'a fait hier avec les questions des journalistes. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit? Ils refusaient de répondre, même certains. Oui, certains. mais bon, oui, on est énervé, forcément. Quand la technologie peut sauver des vies, hier, Quotidien nous a montré comment les Kievains ont eu une application pour les alerter des arrivées des missiles et ainsi aller rejoindre les abris. Elle explique comment fonctionnent les applications d'alerte anti-bombardement, qui sont quand même très utiles parce qu'elles permettent d'être sûres de bien entendre les sirènes. Il y a une sonnerie assez forte qui sonne du téléphone. Les sirènes ne s'entendent pas forcément très bien dans toute la ville. Et aussi, elles permettent de savoir quand est-ce qu'on a le feu vert pour sortir. Donc là, vous pouvez voir en fait les alertes d'hier, les 2 points rouges, et après les feux verts qui nous ont permis de ressortir. Et là, vous voyez celle de ce matin de 7h52, et on attend toujours, on est toujours enfermé. Après 5 heures d'attente, le voyant de l'appli est passé au vert. Là, on vient d'avoir le feu vert pour ressortir jusqu'à la prochaine alarme. Vous voyez, les couloirs se sont vidés et on a hâte de retrouver l'air libre. Chloé, on va ensemble donc parler de la météo, évidemment, de tout ce qui a été... Et puis d'EcoWatt. Et d'EcoWatt, de la canicule. Et ben, je voulais vous parler des idées qu'ont certains pour se protéger du soleil. Eh bien, des Français se sont dit, qu'est-ce que vous faites quand vous allez à la plage pour vous protéger du soleil? Lundi 50, de non, base. Ah oui, mais vous mettez un parasol. Ils se sont dit, si on envoyait des parasols dans l'espace, c'est très sérieux. Et pourquoi? Pour se protéger du soleil. Écoutez, les solutions pour se protéger du réchauffement climatique, c'était le spécialiste scientifique de BFM, incroyable. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Certains considèrent qu'on pourrait envoyer des petites paillettes de soufre pour réfléchir la lumière du soleil et donc recréer l'effet d'une explosion volcanique pour réduire la température sur Terre. D'autres réfléchissent à fabriquer artificiellement des nuages. Et puis cette initiative française que vous voyez à l'image, eux, ils ont réfléchi à fabriquer des parasols qu'on enverrait dans l'espace à plus d'1,5 million de kilomètres de la Terre, qu'on activerait en cas de forte chaleur. C'est de la science-fiction, certains y croient. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire avant? Certainement. Incroyable, non? C'est incroyable. C'est fou. Ouais. C'est fou. Très dangereux la géo-ingénierie d'ailleurs. C'est vrai, aussi, pourquoi? Parce que quelque part on essaie de se prendre un petit peu pour Dieu dans l'idée de vouloir créer sa propre météo, mais c'est pas du tout stable encore. Donc ça peut créer des situations dramatiques. On l'a vu quand Dubaï avait réussi avec ses drones à créer justement la pluie, ça a provoqué des inondations terribles finalement parce qu'ils sont pas du tout prêts en fait à supporter autant d'eau. Mais on peut faire éclater les nuages. Maintenant, on peut faire pleuvoir dans le désert. On peut arriver effectivement par certaines techniques. Mais c'est pas sans conséquence, c'est ce que vous dites. C'est pas sans conséquence. Et puis tout est une question d'équilibre dans l'atmosphère. Donc si quelque part dans le monde il y a un trop plein de quelque chose et c'est pas censé y être, forcément ça va être au détriment d'une autre région ailleurs. Et cette chimie retourne dans la mer de toute façon. Oui, alors là, ils avaient utilisé l'électricité quand même grâce aux drones. Donc on n'était pas dans quelque chose de chimique, heureusement, mais effectivement, pour les autres systèmes qui existent, c'est lié à cette chimie qui peut être très dangereuse. Ian Angela Lansbury est morte à 86 ans. Si elle était connue en France, surtout pour son rôle d'écrivain enquêtrice de Jessica Fletcher dans Arabesque, c'est surtout Arabesque, vous avalez vos mots aujourd'hui. J'ai dit Arabesque. Oui, mais même le nom d'Angela Lansbury, voilà. C'était surtout une immense star de théâtre et de la comédie musicale aux USA. Elle était la voix originale de Madame Samovar dans le dessin animé La Belle et la Bête. Hail as old as time, true as it can be, barely even friends, then some
somebody bends unexpectedly. Et ça, on le savait moins, en fait. Oui, on le savait moins. Elle était très connue pour les comédies musicales. Elle avait eu un Oscar d'honneur, 2 Tony Awards. Et c'était une énorme star aux États-Unis. C'est vrai que chez nous, elle est plutôt connue sur la série qui passait sur TF1. Elle avait 96 ans, Angela Lansbury. Arabesque. Angela Lansbury, répétez. Angela Lansbury. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec Chloé Nabédian. On va parler d'EcoWatt, la météo de l'énergie et puis surtout des grands mystères de la nature. Livre paru aux éditions du Rocher. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Chloé Nabédian. Décidément, c'est moi qui savonne cette fois-ci. Voilà, c'est Gilles qui se venge. Beaucoup d'actualités pour vous, Chloé. La météo, évidemment, sur France 2. EcoWatt, on va en parler de la météo de l'énergie. TV5 Monde, donc le 3 novembre prochain, à La Vie à la Terre, un nouveau magazine que vous incarnez. Et le premier est consacré aux îles de la Madeleine. Vous êtes allé tourner là-bas. Moi, je rêve d'y aller. Oui, c'est un archipel absolument incroyable. On s'attend pas au nord du Québec, la Nouvelle-Écosse. Tout à fait, qui a été frappé d'ailleurs de plein fouet par l'ouragan Fiona quand on y était. Et c'est vrai qu'on rencontre là une population extrêmement touchante et je pense qu'on le ressent vraiment bien dans le documentaire qui vraiment essaie de s'adapter à tous ces changements. Ils sont frappés de plein fouet par l'érosion, par la montée des eaux, par la fonte des glaces. Donc ça grignote vraiment leur territoire. Ils savent que c'est inéluctable. L'archipel va disparaître et là, ils font tout pour gagner des années supplémentaires avec des solutions innovantes. C'est un véritable laboratoire là-bas et l'ouragan Fiona a permis de comprendre que ça pouvait marcher. Qu'est-ce qu'il a de nouveau ce magazine? Parce qu'on sait très bien que les magazines de la nature, ça marche jamais. Non, mais parce que là, vous l'avez pas encore regardé. Oui, et puis j'ai senti dans ce que vous disiez que c'est pas un magazine de découverte, c'est pas un magazine comme écolo. C'est très concret, c'est sur des problèmes concrets avec des situations sur les gens comme vous, comme moi, comme n'importe qui vivent en fait dans ce monde qui est en train de changer et qui tentent vraiment de s'y adapter. C'est vraiment eux les stars de ce magazine. C'est leurs actions, c'est ce qu'ils ressentent, comment ça se passe. On n'est pas justement dans un magazine militant, loin de là. On parle de toutes ces zones grises, de tous ces, justement de ces pêcheurs aussi là-bas qui ne peuvent plus pêcher à cause de nombreux moratoires. Et vous sentez aussi toute leur, pas leur colère, mais leur tristesse en fait d'être des pêcheurs à quai aujourd'hui et un constat qui est inéluctable. Les grands mystères de la nature, c'est ce très beau livre qui paraît aux éditions du Rocher. Encore une fois, c'est un livre à, j'ai envie de dire, de 7 à 77 ans, un peu comme Tintin. Vous dites dans la préface que la nature a toujours été, la nature, l'environnement, les phénomènes naturels ont toujours été au cœur de vos préoccupations, même toutes petites. Oui, parce que là, j'ai vraiment voulu revenir dans ce livre à l'essence même de ce qui nous plaît, même quand on est enfant, ces phénomènes un peu exceptionnels, absolument. Extraordinaires. Et c'est très juste ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un livre que je voulais adapter aussi pour les plus petits, pour les 8-10 ans, pour que le soir, peut-être avant de se coucher, on lise une histoire avec ses parents, qu'on plonge un peu dans cet univers qui fait rêver. Parfois, on a l'impression que c'est des événements mystiques et en fait, il y a toujours une réalité, une explication scientifique. Voilà, derrière. Avec des schémas qui expliquent pourquoi alors la tempête hivernale, la nuit, l'évaporation, où on explique ces phénomènes censés être inexpliqués parce qu'à chaque fois, c'est les pierres vivantes de la vallée de la mort. Il y a le triangle des Bermudes. Moi, j'ai appris, avec Gilles toutes aussi. Ces légendes. Voilà, avec toutes ces légendes. Et en fait, il y a des explications scientifiques extrêmement claires. C'est très clair. Alors parfois, c'est encore en cours de recherche, mais je voulais vraiment faire une sorte de cluedo scientifique. Qu'on s'amuse à comprendre ce qui se passe derrière pour essayer justement peut-être que certains petits puissent déjà découvrir cet univers. Et puis la science fait partie de nous dans notre quotidien, qu'elle soit humaine, plus sociale ou les sciences dites plus dures. Mais dans tous les cas, la science fait partie de nous et c'est une fenêtre vers ce monde. Pour nos auditeurs, c'est quoi le secret de ce fameux triangle des Bermudes? Alors le secret, c'est que c'est avant tout un gros coup de communication. C'est ça en fait qui est assez fou. Et parfois, on préfère croire en fait à la légende plutôt qu'à croire en la réalité finalement. Et ça persiste toujours. Et même dans tous les phénomènes que j'ai pu évoquer, la légende, le mystère qu'il y a derrière prime toujours. Il y a un rocher quand même qui est en pointe, qui représente un triangle. C'est un petit peu ce qu'on découvre dans le livre. Vous avez comment vous avez travaillé? Pourquoi est-ce que ce sont ces phénomènes que vous avez choisis très précisément? Il y en a un petit peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup en fait. Donc c'est vrai qu'il a fallu réduire à une dizaine de phénomènes. C'est ceux qui en fait me touchaient le plus au début ou qui m'interpellaient, où j'avais tout simplement envie de comprendre ce qui se passait derrière. Et par exemple les séquoias albinos
albinos, c'est l'histoire, je pense, qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus surprise lors de mes recherches. L'idée, c'est d'aller chercher d'abord l'histoire de base, les légendes, tout ce qui se passe autour, aller ensuite chercher les études scientifiques, aller chercher après ces chercheurs, souvent à l'international, qui ont travaillé sur le sujet, et ensuite de comprendre et de raconter l'histoire. Et ces séquoias albinos, c'est un fabuleux exemple d'adaptation au changement climatique, justement. On a souvent cru que ces arbres fantômes étaient finalement quelque part des parasites de leurs congénères verts, et en fait on se rend compte aujourd'hui qu'ils les aident à survivre en fait. face à la pollution. C'est dans ce sens où ça peut, c'est intéressant pour les enfants parce qu'il y a le côté un peu contes et légendes. Je pense au chant des dunes, où vous racontez, vous expliquez les voix des démons, etc., la façon dont on a cherché à expliquer ces phénomènes, et puis la science fait progresser la compréhension, mais c'est vrai que ces idées reçues ont la vie dure parfois. Ça a la vie dure, et en même temps, moi si jamais demain j'arrive dans le désert d'Oman et je marche sur cette dune et qu'elle ressemble à un son de violoncelle incroyable et que je commence à faire avec mes doigts plein de mouvements différents et même plein de notes différentes, je pense incroyable. Que le ressenti, l'émotion qu'on doit avoir lorsqu'on entend ça, forcément fait parler l'imaginaire bien plus que la réalité. C'est comme un magicien. On est toujours émerveillé lorsqu'on découvre le tour et derrière on est un petit peu déçu, mais on veut toujours y croire. Il y a des phénomènes inexpliqués. Il y en a encore beaucoup, et c'est pour ça aussi que le choix a dû s'opérer. Il y a des phénomènes où, à un moment, en fait, je pouvais pas donner de matière à la fin. Je voulais pas qu'il y ait un côté non plus extrêmement frustrant, même s'il y a encore des choses qui sont en cours. Il y a parfois vraiment, on est tout près de la solution. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est cette coopération, en fait, sur des décennies entre les chercheurs. Ils ont une humilité et une volonté de vouloir apporter, en fait, leur pierre à l'édifice. Retour à la réalité. Beaucoup de gens disent sur Twitter qu'on va avoir un hiver très très froid, très très dur. Ah bon? En fait, on peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. On peut savoir qu'à 10 jours. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir dans 3 semaines ou dans un mois s'il va neiger ou faire froid. Oui, alors on peut avoir des grandes tendances, mais c'est vrai que ces prévisions saisonnières sont quand même assez peu précises. C'est juste une tendance générale. Et puis non, on peut pas du tout le savoir à l'avance. En plus, avec le changement climatique, la majeure partie du temps, on aura plutôt des hivers plus doux que plus froids, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, d'avoir un hiver comme en 2018, qui a été extrêmement froid, justement. J'avais posé la question à Louis Baudin sur les prévisions à 7 jours ou à 10 jours. Vous en pensez quoi, vous? La précision, elle est sur combien de jours quand on regarde la météo? Vraiment, c'est 2-3 jours. 2-3 jours. On a 2-3 jours. 2-3 jours, on arrive vraiment à avoir des prévisions très fiables. Mais après, au-delà de ça, c'est plus compliqué. Très aléatoire. Et en même temps, ça dépend du phénomène en question. On peut avoir des prévisions très fiables à 7 jours si vous voyez vraiment la grande tendance avec un anticyclone très puissant, très vaste qui s'impose. Là, on sait à 7 jours en fait que ça va être très calme. Dès que vous avez les fameuses gouttes froides, donc ces dépressions en altitude, on ne sait jamais comment elles veulent agir. Elles sont vraiment solo, indépendantes, et elles peuvent basculer en quelques heures. Est-ce que dans la rue, on vous demande quel temps il fait, quel temps il va faire? Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue? C'est étonnant, mais dans la rue, on me demande plus ça, on me demande pourquoi ça se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a tel événement qui arrive? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette canicule cet été? Pourquoi est-ce qu'il y a des épisodes violents aujourd'hui? Il y a vraiment cette envie de comprendre en fait le changement qui est en cours. Pourquoi 47 degrés? Pourquoi 45 degrés en France? De toute façon, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, on y est. On est en plein dedans, on est en train de le vivre, et ça, faut vraiment en avoir conscience. Oui. Et donc, la météo pour vous reste l'ancrage tout de même. C'est important pour vous de garder ce contact là. La météo, c'est la base de tout en fait. C'est le quotidien, c'est les téléspectateurs qu'on a besoin pour comprendre effectivement ce qui se passe. Donc c'est un lien qui est unique, et ça va faire 10 ans en janvier que je suis dans l'aventure météo. Oui. Et EcoWatt, comment ça vous a été présenté? Comment vous préparez votre bulletin d'EcoWatt? Alors EcoWatt, pour le moment, c'est de la pédagogie, puisque là on est dans le vert, il n'y a pas de situation vraiment compliquée. Donc on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer comment va fonctionner l'alerte, et bien sûr les rassurer, leur dire qu'on va les accompagner dès que ça va basculer orange, rouge, on sera là et présent pour pouvoir leur donner les bons gestes à faire. Les petits gestes à faire, quelques conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs de Sud Radio. Celui qu'on connaît et qu'on voit partout, c'est bien sûr de baisser le chauffage à 19 degrés là où on travaille, et de le baisser encore plus quand on est absent de la pièce. Alors ça paraît peu, mais à l'échelle nationale, en fait, on peut économiser l'énergie de toute une agglomération. Donc ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Vous pensez que les gens ils sont sensibles? Vont faire cet effort au-delà d'eux, mais pour le collectif, qu'il y a une prise de conscience
global? Je pense que oui, là, avec ce qu'on a vécu en plus ces 2-3 dernières années, on a parfaitement conscience qu'on est dans une situation très complexe et qu'il faut en fait qu'on agisse tous de façon collective. Et lorsque la situation va arriver, ou peut-être n'arrivera peut-être pas cet hiver, hein, si on a un hiver trop doux, peut-être qu'on pourra y échapper, mais en tout cas, aujourd'hui, on est tous préparés et on sera là pour les accompagner. Eh bien, on va vous retrouver donc la météo. C'est vous alternez comment Alors ça, c'est un planning un peu compliqué, mais moi je reviens samedi. Alors, samedi, Chloé Nabédian à la météo. Le livre, vraiment, pensez déjà au cadeau de Noël. Les livres, les grands mystères de la nature. Avec ça, vous êtes sûr de faire un carton auprès des jeunes et des moins jeunes. Enfin, mais vraiment pour les enfants, c'est extrêmement bien expliqué, raconté avec des phénomènes incroyables. Les grands mystères de la nature aux éditions du Rocher, Chloé Nabédian. Et puis le 3 novembre, donc on vous suivra sur TV5 Monde. Merci à vous. Beaucoup. On se retrouve demain et tout de suite c'est Jean-Jacques Bourdin.